Bienvenue dans Déclic d'avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par HMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Déclic d'avenir qui reste la seule émission pour longtemps encore, je pense, qui vous informe et décrypte pour vous les enjeux de la digitalisation du service aux personnes. Le sujet du jour et les réponses de nos invités va certainement changer bien des choses. La révolution de l'intelligence artificielle va-t-elle transformer l'accompagnement à domicile ? À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission et apporter son expérience, Arnaud Dugluet, vice-président d'HMC2. Bonjour Arnaud. Bonjour, pardon. Ça commence fort. Et pour nous aider à répondre à la question, je suis ravi d'accueillir Daphna Mouchnik, directrice et fondatrice de Logivité. Bonjour Daphna. Bonjour. En studio. Et Fabien Aufrechter par téléphone, vice-président Web 3.0 chez Vivendi. Bonjour Fabien. Bonjour à toutes et tous. Bon alors, je vais commencer avec quelques chiffres avant de rentrer vraiment dans le sujet pour lancer le débat. Le marché des technologies de l'intelligence artificielle pour la santé, c'est 45 milliards de dollars. C'est la télésurveillance, les soins à domicile, c'est un peu tout ça. Les robots et assistances intelligents à domicile, c'est plus de 4 milliards de dollars et une croissance de plus de 10% par an. Et pour finir, la croissance des dispositifs connectés de soins à domicile, montres connectées, capteurs, etc. On prévoit 298 milliards de dollars d'ici 2028. Arnaud, je crois que tu as d'autres chiffres aussi. Bon, tout d'abord, avant de commencer, de rentrer dans le dur, moi personnellement, au nom de HMC2, je voudrais remercier Daphna d'être à nos côtés et qui est une intelligence qui n'est pas du tout artificielle pour le coup. Et aussi Fabien, que j'ai eu la chance de croiser à une conférence organisée par un de nos clients et qui, en plus d'avoir un agenda qui l'emmène aux quatre coins du monde, la preuve. La preuve, et est maire d'une bourgade de Verneuil-sur-Seine, je peux le citer, Fabien, bourgade de 16 000 âmes. Et voilà, moi j'étais assez fier et heureux de participer et d'échanger avec vous autour du sujet qui nous anime aujourd'hui. La chose est dite. La chose est dite, voilà. Allons-y sur l'IA. Donc, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui. Le secteur, nous, en tant qu'éditeurs de solutions informatiques, c'est bien sûr un sujet qui nous pose question et qui nous amène à travailler et à essayer de tracer une ligne sur ce qu'on l'on voit arriver et surtout un peu de démystifier un peu tout ça. Et l'idée du podcast, là, c'était de se poser, de se dire, bon... c'est quoi la réalité du domicile? C'est quoi l'IA? Est-ce que les robots tueurs qu'on nous annonce ou les robots ménagers qu'on nous annonce ou qu'on a déjà sur notre cuisine vont remplacer les domiciles? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, j'aimerais bien. Alors en plus, on a la chance d'avoir quelqu'un qui connaît bien le sujet, qu'on a vu pas mal aux quatre coins du monde à nos côtés. Donc voilà, l'idée c'était de se poser là-dessus. Il y avait juste deux interrogations. Je lis à droite et à gauche quand on fait une requête sur ChatGPT, ça consomme 3 bouteilles d'eau. Aujourd'hui, Pourquoi ? Parce que c'est difficile de poser une question et qu'il faut boire ou ça veut dire c'est pour les consommation, le refroidissement voilà. des serveurs, des serveurs. Et OpenAI aujourd'hui consomme $700 000 par heure pour fonctionner. Des chiffres qui sont juste vertigineux. Bien sûr, on va redescendre dans le secteur du domicile, mais comment on s'inscrit là-dedans? Comment la préoccupation d'1 300 000 Français pris en charge par des structures telles que celle de Daphna, comment tout ça s'inscrit par rapport à l'IA qui semble être débordée? Vous n'allumez pas votre radio aujourd'hui sans entendre parler d'IA le matin, midi et le soir. Et ça continue dans les podcasts, visiblement. Ça continue dans les podcasts. Daphna, la révolution, elle a déjà commencé ? Oui, elle a commencé déjà avec l'arrivée des éditeurs de logiciels, parce qu'il faut imaginer qu'avant, il n'y avait pas si longtemps, il y a 15-20 ans, il y avait encore des services qui géraient manuellement des emplois du temps, etc. etc. Donc, on a gagné déjà beaucoup de temps, pas avec l'intelligence artificielle, mais avec l'informatique et l'automatisation et tous nos éditeurs de logiciels qui sont venus diviser, à mon avis, par 5 ou 6 les équipes administratives, à minima. Évidemment. Maintenant, c'est vrai que dans notre secteur, les choses arrivent quand même très lentement. Et il y a des choses aujourd'hui que l'intelligence artificielle fait, qu'elle pourrait apporter
d'extrêmement précieuses aux équipes, ça existe et c'est pas encore chez nous, quoi. Ouais, je comprends. On va voir justement tout ce qui existe. Fabien, moi j'avais une question. C'est quoi le Web 3.0 ? Parce que Web, on comprend. Moi je suis vieux, donc je sais, je l'ai vu arriver. Le Web 2.0, je l'ai vu arriver aussi. Le Web 3.0, c'est quoi ? Et généralement, on dit qu'Internet est né avec un modèle numérique très simple. C'était un Internet où on pouvait simplement consulter de l'information. C'était le Web 1.0. On pouvait lire, mais on ne pouvait pas écrire. On ne pouvait pas, en tout cas, partager. Le Web 2.0, c'est l'ère des réseaux sociaux. C'est Facebook, Twitter, etc. Cette ère qui s'ouvre à peu près en 2007 et qui voit la possibilité d'échanger de l'information. Sur Internet aujourd'hui, d'ailleurs, on est passé sur un Internet de l'information poussé à l'extrême, avec l'IA qui permet de transformer les modes de communication, de partage et de création de contenu et d'informations. Mais on ne peut malheureusement pas, et c'est probablement le gros sujet du moment, partager de la valeur. Sur Internet, je peux dire à ma banque de changer, je passe l'information à ma banque pour changer le compte sur mon compte, mais par contre, je ne peux pas directement toucher mes euros, toucher ma valeur. L'Internet 3.0, c'est l'Internet de la valeur. C'est un Internet où on a cette possibilité, grâce à des nouvelles technologies, et peu importe des jargons que sont blockchain, que sont décentralisation des technologies, que sont crypto-monnaies aussi, ou crypto-actifs, peu importe les termes, mais c'est un Internet de la valeur qui permet de s'associer et d'une certaine manière responsabiliser les créateurs de contenu, les créateurs d'informations, puisque à partir du moment où on va avoir cette possibilité d'échanger de la valeur, on va pouvoir donner de la valeur, y compris aux informations et aux contenus. On va donc pouvoir signer les contenus, on va pouvoir y associer des propriétés intellectuelles, des droits, des devoirs, des accès à tel ou tel contenu, accessible ou pas accessible, je sais pas, à telle population ou au moins de 18 ans par exemple. On va pouvoir protéger les IP, bref, on va pouvoir associer l'Internet de l'information à l'Internet de la valeur pour de vrai. Aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait, on est plutôt dans un 2.5, on est sur une transition d'Internet, mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver et qui, d'une certaine manière, devrait pouvoir rendre plus éthique l'Internet tel qu'il est aujourd'hui, avec par contre toujours, comme vous l'avez évoqué, des gros enjeux notamment sur la RSE. Vous disiez tout à l'heure qu'en effet, ChatGPT, c'est globalement, grosso modo, l'impact carbone d'une petite bouteille d'eau. C'est quelque chose qui est déjà assez énorme sur des utilisations minimes, mais selon les estimations, ChatGPT, c'est surtout au total, c'est à peu près 8,4 tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est énorme, même s'il faut relativiser, puisque si je prends quand même Google, par exemple, c'est plusieurs millions de tonnes. Donc on n'y est pas encore tout à fait, mais on est sur des chiffres qui sont tellement exponentiels qu'il va bien falloir intégrer ces dimensions et rebattre les stratégies. Le Web 3.0 aujourd'hui, c'est donc un Internet de la valeur, un Internet plus éthique, mais un Internet qui interroge et qui va devoir par conséquent intégrer ces nouvelles dimensions. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'aime bien définir, c'est un Internet de la valeur qui va rebattre les valeurs, notamment éthiques. C'est intéressant pour notre sujet parce que c'est également la sécurisation des données, non ? Pour le coup, la sécurisation des données, elle sera simplement renforcée par certaines nouvelles technologies, mais bon, c'est pas vraiment là où sera la révolution, notamment parce que qui dit Web 3.0, il y a aussi défi dans 10, 15 ans. J'étais à Singapour il y a quelques semaines et on échangeait notamment avec le créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, qui disait que dans 10 à 15 ans, on aura vraiment un Internet aussi du quantique et qui remettra en cause les questions de sécurisation des données, même du Web 3.0. Bref, à mon avis, c'est pas tant la sécurité qui est la clé de voûte, c'est plutôt d'une certaine manière la transparence permise par ces nouvelles technologies. C'est aussi la décentralisation. Tout ça qui va permettre de responsabiliser, de mieux entourer, de mieux encadrer. Et à travers ces sujets-là, en fait, quelque chose de très simple, de redonner confiance, puisque le Web 3.0, c'est un Internet de la confiance. Et ça, c'est important quand on parle de santé, quand on parle d'aide à la personne. C'est pas neutre. Daphna, ça veut dire des centaines, des milliers d'heures de formation pour les personnes à venir. En fait, je ne sais pas si ça va nécessiter de... Alors, il faut quand même que je dise d'où je parle. Moi, je n'y connais quand même absolument rien en intelligence artificielle et en... Voilà, enfin, en tout cas, pas plus que... Je suis content que vous soyez là aujourd'hui pour parler. Non, mais vous connaissez le terrain. Contre, je vois ce que ça peut apporter
aux professionnels du secteur. Aujourd'hui, en fait, on est dans une charge mentale, parce qu'aujourd'hui, c'est les humains qui doivent penser pour tout un tas d'autres humains qui ne peuvent plus le faire. Enfin, en tout cas, voilà, renouveler l'ordonnance, les courses, penser à remettre... Voilà, il y a une charge mentale sur les professionnels du domicile, hein, c'est de ça dont je vais Bien parler, sûr. qui pourrait tellement être allégé, automatisé, voilà, et on prendrait tellement mieux à la fois en compte la santé des gens, voilà, au sens large, les garder en santé, des gens qui nous sont confiés, mais aussi des salariés qui, quand même, très souvent, sont quand même très épuisés. Et voilà, avec un stress important, parce que si on se loupe là, si aujourd'hui l'intelligence humaine n'est pas à la hauteur, c'est très très lourd de conséquences pour la vie des gens qui nous sont confiés. Bien sûr. Donc en fait, moi, je suis, sans être passionnée par ces sujets, je suis très en attente et très en demande pour les professionnels du secteur de solutions, et de solutions simples. Il ne faudrait pas que ça nécessite de la formation, il ne faudrait pas nous transformer en autre chose que des professionnels de l'action sociale et de la santé, quoi. Mais effectivement, avec des choses très très simples, améliorer, faciliter notre quotidien. Oui, ça doit être un facilitateur, mais j'imagine que vous avez formé vos personnels et les personnels qui travaillent au quotidien, ne serait-ce même qu'à l'utilisation peut-être de WhatsApp. Alors, bon, heureusement, la société fait qu'elle a été... Elle s'est un peu chargée de former les gens. Enfin, je veux dire, on s'est mis sur WhatsApp d'abord... par loisir, par envie de communiquer avec nos proches. Non, là où on a effectivement dû former nos salariés, c'est maintenant on a une solution mobile. Hein. Un certain logiciel. Voilà, donc du coup, effectivement, pour certaines auxiliaires de vie, cet outil, ça a été nouveau. Il a fallu les acclimater, il a fallu les rassurer. Il faut voir quand même que il y a une vraie méfiance au départ. Hein. C'est ça que je veux dire. Il faut vraiment accompagner effectivement les professionnels sur cette utilisation, et il faut que l'utilisation, une fois qu'elle est en place, ce soit une évidence que ça facilite la vie. Bien sûr. Si en fait c'est super compliqué, ça ne va pas être utilisé. Il ne faut pas rajouter un problème. Beaucoup de choses là. Tout d'abord, je pense que ce qu'a dit Fabien et ce que dit Daphna pose deux problèmes un peu antinomiques. D'un côté, il y a le professionnel, et de l'autre côté, il y a le particulier. Le professionnel, nous, quand on travaille sur des systèmes hier de télégestion, et demain, l'amélioration, l'optimisation de la télégestion avec des systèmes qu'on va appeler d'IA, mais aujourd'hui, on a tout s'appelle IA, donc, mais on travaille vraiment sur des reconnaissances de langage, etc. Ça, nous, on garantit la traçabilité et la protection de la donnée. On garantit ça parce que par des hébergements, par la façon dont c'est développé, dont c'est contrôlé, etc. Bon. Par contre, quand j'entends Fabien parler de le Web 3.0 garantit une protection des données, quand on voit, alors WhatsApp, ça fait partie de Meta, de Facebook, quand on voit aujourd'hui comment les données personnelles des gens circulent, alors je ne parle même pas encore des devices connectés, des montres connectées et autres appareils capables de relever tout un tas de données de santé. Comment c'est utilisé, où ça va, etc. Quand on avait dû aborder ça sur un précédent podcast, quand on appuie sur un like de Facebook, on envoie 27 données à Meta. Et je discutais avec une start-up, une start-up qui travaille sur de l'IA et sur de la financiarisation de certaines offres, et qui était capable, avec des données collectées sur des réseaux sociaux, de savoir si la personne en face rechargeait tous les jours son mobile. Et le fait de recharger tous les jours son mobile, c'était la preuve qu'elle était insérée socialement. Il pouvait donc lui prêter de l'argent un peu plus facilement. Je veux dire, on arrive à... ça va extrêmement vite, quoi. Et je suis malheureusement assez pessimiste quant à la protection de la donnée, moi. Fabien, votre avis ? Je suis à la fois pessimiste et optimiste. Je pense que l'IA va en effet bousculer beaucoup de choses, et que c'est pas seulement les données qui vont être remises en jeu, mais plutôt
d'une certaine manière, quasiment, le mot est un peu fort, mais l'humanité, ou du moins l'humain en tant que tel. Pourquoi ? Parce que les cadres réglementaires et la technologie vont permettre toujours et veilleront à protéger quand même les utilisateurs, du moins leurs données, ou du moins j'espère. Donc c'est mon côté un petit peu positif. Mais aujourd'hui, l'IA est très puissante. Enfin, moi, j'ai fait quelques déjà essais avec des technologies qui sont pas sur le marché et sur de l'aide à la décision. On se rend compte que le logiciel prend la décision. Il n'est plus dans de l'aide. Sur la création de contenu, de même. Sur l'utilisation et l'exploitation de la data, de même. Et par conséquent, je pense que très rapidement, on va arriver à ce qu'on appelle le besoin de proof of humanity, autrement dit, qu'on soit capable de justifier qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui est machine, parce qu'au-delà de l'enjeu de la sécurité des data, c'est la sécurité de la personne, de l'humanité d'une certaine manière, du caractère humain qu'il va falloir démontrer, parce qu'à partir du moment où mon résultat, il est tellement probant qu'on ne sait plus si c'est un humain ou la machine qui l'a fait, ça pose des tas de questions. Donc je pense que c'est là où il va y avoir une question de sécurité, parce que derrière, ça entraîne énormément de brèches. C'est pas seulement des grosses questions sociales, il y en aura, et notamment cette peur, qui n'est pas qu'une peur, qui est justifiée en partie, de grands remplacements quasiment, pour utiliser des grands mots, mais qu'on va réussir à juguler par ce qu'on disait tout à l'heure, la formation. Mais en miroir, on va avoir cette vraiment problématique de prouver l'humanité. Il y a beaucoup de projets qui sont en train d'y travailler, et d'ailleurs la preuve que c'est sans doute le sujet de la décennie, c'est que Sam Altman a lancé certes ChatGPT dont tout le monde parle, mais personne ne parle de sa deuxième startup qu'il a lancée de manière à peu près concomitante, qui s'appelle WordCoin et qui est en fait justement une machine pour prouver l'identité des humains et y rattacher des contenus, le tout lié. Lui, de son côté, il croit à l'unicité de l'iris, de l'œil, mais peut-être que d'autres manières de prouver l'humanité émergeront. En tout cas, ce sera vraiment la manière de sécuriser la relation avec la technologie. Aujourd'hui, au restaurant, on a le fait maison. Bientôt, ce sera fait par un humain, c'est ça ? Absolument, et de toute manière, c'est nécessaire. Et d'ailleurs, ce ne sera pas juste le fait humain ou le fait IA, ça sera aussi le fait IA plus humain. Mais on a besoin de savoir qui est-ce qui crée tout ça. Et pour te raconter une anecdote qui, pour moi, est extrêmement parlante, les startups qui aujourd'hui commencent à travailler sur de l'IA très très haut de gamme. J'étais à Taïwan il y a quelques jours et j'ai pu voir des startups qui dans le jeu vidéo font de l'animation par l'IA d'avatars par exemple ou de personnages dans les jeux vidéo. Eh bien, elles ont tellement compris ça qu'elles ont décidé aujourd'hui de reprendre toute la supply chain de la création de ces contenus et dès le début de refaire venir des acteurs humains, de leur faire des gestes et chacun de leurs gestes pour être sûr qu'ils en seront propriétaires, de les graver dans la blockchain pour qu'ensuite toute la traçabilité de toutes les datas et de tous les mouvements qui sont utilisés par l'IA, dont ils sont eux-mêmes propriétaires et dont l'algorithme lui-même est dans la blockchain pour être transparent, eh bien, puissent être ainsi vendus à des clients. C'est encore une fois, c'est cet enjeu de confiance. On ne peut pas essayer de régler des problématiques ou des problèmes ou de traiter des sujets qui sont sensibles par l'IA, et c'est ce qu'on a besoin par ailleurs, sans s'assurer vraiment d'une certaine éthique. Évidemment. Là, ça peut faire peur, évidemment, mais l'IA peut aussi aider. Enfin, on a peur du remplacement, comme vous disiez, le grand remplacement, mais ça peut être aussi alléger certaines tâches qui sont pas très de valeur ajoutée, on va dire. Mais c'est toujours pareil. Disons que là, la grosse différence, c'est quand même que l'IA va toucher ce qui est inhabituel, l'école blanc. L'IA, c'est une technologie qui remplace d'une certaine manière ou transforme l'école blanc. Ce sont les décideurs qui prendront des décisions moins bien que l'IA. Ce sont les assistants de direction qui vont pouvoir en plus être des victimes ou du moins être abusés rapidement, puisqu'une fois qu'on a la possibilité de faire un deepfake de voix, si j'appelle n'importe quel assistant de PDG avec la voix du PDG pour lui dire annulez-moi mon vol, j'ai pas besoin, pour lui faire rater un contrat, c'est très facile. C'est des cas qui existent. C'est des choses qui arrivent déjà et qu'il faut préparer. Bref, une fois qu'on a mis ça de côté, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des opportunités. Et moi, je suis loin de dire qu'il faut pas utiliser l'IA. Au contraire, il faut utiliser une IA éthique, une IA qu'on va définir, qu'on va cadrer, qu'on va travailler. C'est ce qui est inquiétant d'ailleurs, c'est qu'en Europe particulièrement, on travaille l'IA sous tous les aspects, sauf celui-là. On devrait avoir beaucoup plus de chartes éthiques. Pour Vivendi, c'est des choses qu'on a déjà fait. Et même à l'échelle de la nation, on devrait avoir ces cadres. Parce que typiquement, pour l'aide à la personne, on ne veut pas n'importe quelle IA. On ne veut pas n'importe quelle typologie non plus d'algorithmes, de contenus qui ont imbibé ces algorithmes, de data qui ont imbibé ces algorithmes. Il faut quelque chose qui soit cadré, structuré et qui permette de donner confiance à l'utilisateur. Et c'est là où ça permettra peut-être de redorer un petit peu le blason par ailleurs à toutes nos SS2I, à toutes nos PME
spécialisés sur ces domaines et qui ont sans doute une chance de pouvoir doubler les géants de la technologie sur des segments, à défaut de pouvoir faire de manière généraliste. Chers auditeurs, vous êtes bien en octobre 2024. Justement. Oui, c'est vrai. C'est assez vertigineux quand même. Ça pourrait faire peur. Mais Daphna, il y a quand même, quand je parlais de comment dire, de gestes ou de moments qui sont un peu de valeur ajoutée, justement, penser à faire ci, penser à faire ça pour la personne, ça, une intelligence artificielle pourrait aider. Ah oui, moi je compte sur elle d'ailleurs. Oui. J'espère qu'elle va arriver vite parce que la situation actuelle des professionnels du domicile, c'est que on n'a pas assez de pros sur le terrain. On manque de gens. De bras en fait. Mais pas seulement de bras, parce qu'en fait, en réalité, je pense que peut-être un jour les bras, on les trouvera autrement. Ouais, mais en fait, on a besoin des humains pour s'occuper d'humains. Moi, je reste super optimiste. Je ne crois pas qu'on remplacera les humains, les soignants, les accompagnants par l'intelligence artificielle, par des robots. En revanche, on leur donnera des super pouvoirs dont il manque aujourd'hui parce que il y a pas assez de gens, les salariés, enfin en tout cas les aides à domicile sont victimes d'énormément d'accidents de travail, se cassent le corps et l'âme aussi parfois à s'occuper des autres dans des conditions pas satisfaisantes. Et donc moi je rêve que la technologie vienne à notre secours, vienne nous soulager et fasse que ces métiers qui sont extrêmement beaux, extrêmement riches de sens, soient débarrassés de toutes ces difficultés. Et voilà, je crois que c'est possible. Oui, l'IA, c'est effectivement, ça peut être une aide partout. Ça peut être un exosquelette qui va aider une personne à soulever une autre. Il y a ça aussi. Redescendons sur Terre. Là, par contre... Ça existe déjà. On va en parler, puis j'aimerais bien entendre un peu Fabien là-dessus aussi. Juste, alors, je te rejoins totalement, Daphna. Le grand saut dans les 5 ans, là, c'est l'administration d'une structure. Oui. Tout ce qui est... posons les choses. Il est clair que l'avenir n'est pas dans les extensions de postes administratifs, c'est clair. On va arriver à des systèmes qui vont pouvoir remplacer, ou en tout cas permettre à tes collaborateurs de faire autre chose que des tâches répétitives, des tâches, etc. Ça, on a commencé par la télégestion et cette IA va accélérer. Aujourd'hui, on est capable je ne vais pas dire de remplacer, mais on est capable d'optimiser vraiment des postes, d'optimiser vraiment des flux d'informations qui arrivent au sujet de Madame Michu, de les centraliser, de pouvoir sortir et de gagner énormément de temps là-dessus. Bon, derrière, il faut que le système de prise en charge, le système de réception aux urgences, le système de réception machin soit optimisé. Il est loin d'être optimisé, c'est un autre débat, mais en tout cas, pour ce qui nous intéresse, ça c'est clair. Moi, j'y crois énormément à ça. C'est Par contre, l'exosquelette, le robot, le machin qui vient, etc., qui vient servir le café à Madame Michu parce qu'elle ne peut pas se lever, ça, je pense qu'on va continuer à regarder des films là-dessus très longtemps avant que ça arrive. Pour autant, ce qui commence à arriver, on évoquait ça un petit peu avant de commencer l'émission, on commence à avoir aujourd'hui des appareils qui vont vraiment, par de l'IA, se substituer et aider au quotidien des personnes fragilisées. Je pense à 2 choses quand je dis ça, notamment les AirPods Pro d'Apple qui maintenant vont permettre, c'est agréé par les FDA aux États-Unis, vont permettre d'aider des personnes avec une surdité légère. Le terme exact, c'est, je sais plus, c'est faible et puis, vraiment le début de la surdité. Mais en tout cas, vous permettre de faire des tests auditifs et d'aider des personnes. Autrement dit, l'appareil que vous utilisez au quotidien va aider des personnes qui ont une surdité débutante et les lunettes de Meta, les lunettes Ray-Ban de Meta, qui permettent à des gens qui sont pas du tout prévus pour ça, mais permettent à des gens qui n'ont plus l'usage de leurs mains de pouvoir communiquer, de pouvoir prendre des photos, de pouvoir montrer leur environnement extérieur, ce qui n'était pas prévu, ce qui n'était pas à l'origine dans le cahier des charges de Meta quand ils ont fait les lunettes, surtout quand on connaît Meta. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça, c'est des vrais objets qui n'existeraient pas sans IA et qui vont bouleverser le secteur. Moi, je suis, par contre, Optimus, on est quand même tranquille, quoi, avant qu'ils viennent sortir... Oui, 5 ans. Mais... Alors, Fabien, là-dessus, les robots, etc. En fait, je pense qu'on est encore
loin de tout ça. Aujourd'hui, on est en effet plutôt dans la science-fiction. Je suis d'accord et je suis très d'accord avec ce que j'ai entendu tout à l'heure, qu'une certaine typologie de métier n'est pas concernée. Tout ce qui est très humain au sens, en effet, accompagnement humain, aide-soignant, etc., ne sera jamais perturbé de plein fouet par l'IA. Ça sera un outil à la limite, mais pas plus. Mais je mettrais deux choses. D'abord, on voit bien que déjà aujourd'hui, même si c'est difficile à accepter, l'IA est plus efficace qu'un médecin et même parfois plus empathique que le médecin pour le traitement ou pour l'accompagnement vers certains types de soins. Donc on voit bien quand même que cette évolution, c'est pas de la science-fiction pour le coup. Après, je dirais que la partie robotique, elle existe déjà à travers tout ce qui est exosquelette, mais c'est relativement petit, relativement mineur pour l'instant. Quoique, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, à mon sens, c'est pas tant le robot. Le robot va finir par arriver. On voit que même Tesla y travaille, etc. Parce que on essaye toujours, nous humains, de coller à la science-fiction et aux romans qu'on a pu lire ou qui nous ont inspirés. C'est comme ça qu'on a eu Jules Verne qui a inspiré des générations d'inventeurs. Mais par contre, la réalité, c'est que la tendance qui se dégage et qui n'est plus de la science-fiction et qui est très très dure, même philosophiquement à accepter, pour moi, c'est pas les robots, c'est l'homme augmenté, mais augmenté au sens propre. Parce qu'à partir du moment où l'IA va commencer à devenir vraiment supérieure à l'homme, eh bien, on va commencer à accepter d'augmenter l'homme. Et pas seulement avec des outils, mais aussi avec des puces. Et ce qu'on peut voir, encore une fois, avec certaines startups de Elon Musk, mais aussi avec d'autres projets, ben, on se dit que si aujourd'hui ça paraît complètement fou, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ce sont des choses qui, pour le coup, sur certaines typologies d'actions, pourraient vraiment fonctionner. Dans un premier temps, je pense qu'on le verra apparaître sur de l'accompagnement au handicap, parce que certaines puces permettront de redonner de la mobilité ou de redonner des capacités. Et donc, ça sera acceptable, accepté. Et puis, petit à petit, on va se rendre compte que sur un certain type de tâches, eh bien, ça serait même inacceptable de ne pas y passer. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est, par exemple, si on fait cette comparaison dans les armées au monde, aujourd'hui, par exemple, la France s'interdit. C'est interdit dans la doctrine de l'armée française de toucher à tous les sujets génétiques ou intégration de puces sur le combattant. Mais c'est pas du tout quelque chose que s'interdisent les Américains, par exemple. Et même si leurs études sont classifiées, on sait qu'ils y travaillent. Donc on voit bien que l'éthique est une notion extrêmement mouvante et que d'une certaine manière, eh bien, si on ne veut pas laisser des avantages compétitifs pour des armées ou pour d'autres types d'industries, eh bien, l'homme augmenté, à mon avis, pour le coup, est progressivement en train de naître. Oui, c'est vrai. Il y a une société française, Lifebloom, qui vient de lancer le fauteuil exosquelette français quand même. Là, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que ça permet à une personne en fauteuil roulant de se lever. On a pu le voir, j'ai oublié son nom, mais un Français qui a porté la flamme olympique avec un exosquelette et ça fonctionne déjà. Ouais. Aujourd'hui, la limite, c'est quand même le coût, c'est quand même la structure, etc. Mais même moi, j'ai eu l'occasion, je me souviens, il y a maintenant 1 an et demi, à Austin, au Texas, d'essayer pour de vrai des prothèses complètement gérées, même avec de l'IA dedans. C'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Et on voit bien que ce sont des choses qui évoluent, avec notamment la neuroscience. J'étais il y a 2 ans maintenant à Tel Aviv, et c'était déjà il y a 2 ans, en train de jouer à des jeux vidéo par la pensée avec juste une petite électrode sur la tête. C'est des choses qui existent, qui vont se diffuser, mais le frein, il est encore une fois économique, éthique, et puis lié à l'acceptabilité tout simplement. Aujourd'hui, c'est très compliqué de vendre un produit qui est trop en avance sur son temps. Et ben, je pense que c'est le problème qu'on voit aujourd'hui. Juste une réflexion par rapport à ça. On discute d'IA, etc., de révolution à venir. Et moi, ça me fait systématiquement penser à Maison-Poule U, télécommandées qui ont bénéficié d'une mise à jour qui les rend intelligentes et qui, du coup, il n'y a plus aucun scénario, aucun paramètre qui fonctionne. Je suis obligé de tout refaire. Et je me dis qu'on est quand même très loin dans la réalité du quotidien du français moyen. Quoi. C'est sur l'intelligence toute relative. En fait. Oui, l'intelligence toute artificielle, dont on dispose aujourd'hui. Quoi. Ça, je suis d'accord, effectivement. Généralement, à chaque fois que je veux faire une grosse présentation sur l'IA, ce qui marche pas, c'est le vidéoprojecteur. Mais je trouve ça très rassurant. C'est ce que je dis toujours. Il faut que l'humain encore ait des failles. Sinon, c'est là que c'est quand même très triste. L'impact éthique, on travaille dessus. Vous travaillez dessus, Daphna ? L'éthique.
En tout cas, c'est effectivement ce qui nous inquiète, nous. Enfin, voilà. Et en fait, tout ça n'est jamais qu'un outil au service de qui va s'en saisir, et on peut en faire quelque chose de fantastique comme quelque chose d'épouvantable. Dans la vision que moi j'ai, j'imagine que ça va dégager du temps aux humains pour s'occuper d'autres humains, qu'on va être dans le lien, que plutôt que de passer, je sais pas, on parlait des robots, on a quand même des petits aspirateurs qui passent l'aspirateur tout seul, par exemple. Bah, franchement, aucun intérêt pour une auxiliaire de vie de passer l'aspirateur, si ce n'est que je voulais dire tout à l'heure. Si ce n'est que il faut garder un environnement propre. Donc moi, je me dis super, on va nous dégager du temps. Et c'est vrai que peut-être à la fin, on va nous supprimer parce que voilà. Donc, mais je ne crois pas, je le crois pas. Mais voilà, il y a ces inquiétudes. Moi, j'avais monté un projet il y a quelques années avec des petits objets connectés chez des gens qui avaient bien voulu se prêter au jeu. Et ces petits objets connectés m'alertaient parce que, vous voyez, quand une aide à domicile, elle vient, par exemple, 2 fois par semaine pour donner un petit coup de pouce pour les courses quand les gens vont relativement bien encore. On voit pas forcément la situation de cette personne se dégrader parce que c'est tellement infime. Bon, s'il y a des petits capteurs qui nous disent que la personne elle ouvre plus du tout son frigo dans la journée, et voilà, c'est une info. Comment ça se fait? De quoi est-ce qu'elle mange, cette personne? Et voilà. Donc, effectivement, on collecte des données et ces données, elles peuvent être utilisées pour tout un tas d'autres choses qui n'est pas du tout dans l'intérêt de la personne. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir et qu'il faut. C'est déjà pensé et qu'il va falloir sacrément bétonner. Mais moi, l'anticipation, la prévention que l'intelligence artificielle peut nous apporter dans nos métiers pour que, au lieu d'adapter un emploi du temps parce que la personne elle est tombée, parce qu'elle est dénutrie, qu'on soit dans l'anticipation et qu'on intervienne avant qu'elle soit dénutrie et avant qu'elle soit tombée, c'est quand même assez fantastique comme possibilité. On est d'accord. Il y a une vraie question aussi qui se pose, c'est les générations, l'écart des générations, c'est-à-dire ceux qui ont 75 ans, on va dire aujourd'hui, je pense à mes parents par exemple, aujourd'hui l'IA ça leur passe un petit peu au-dessus de la tête, mais les générations qui ont 50 ans et qui vont donc avoir 75 ans dans 25 ans, ça pourrait être incroyable de ne pas imaginer que l'aide qui va venir chez eux ne va pas utiliser des technologies qu'on utilise déjà aujourd'hui. Ouais, moi perso, je pense que ça c'est une vraie évolution. Oui. Les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain, quoi. Et en fait, j'aime bien ça, mais quand je raconte toujours cette anecdote-là, c'était il y a 2 ans, un ami avec qui on présentait on animait un débat sur la dépendance. Et qui avait une Apple Watch, et qui me dit donc il y a ma montre qui me demande d'aller voir mon cardiologue, est-ce qu'il faut que j'y aille? Et donc le capteur avait effectivement détecté une fibrillation auriculaire, et tout ça c'est aussi l'interprétation de signaux, c'est aussi de l'IA. Alors je vais dire ça avec mes mots, donc s'il y a des médecins qui nous écoutent, qu'ils me pardonnent, mais la Watch était capable de détecter la fibrillation sur le côté droit, et grâce à 3 ans d'expérience et d'analyse de données, elle est capable de détecter une fibrillation sur le côté gauche maintenant, ou l'inverse, bref. Mais en tout cas, comme quoi, ça c'est une révolution, et ça avance à petits pas. Et les gens aujourd'hui qui demain seront dépendants, d'abord qui seront-ils? Parce que j'aime bien aussi dire juste une statistique, sur 100 Français âgés de plus de 85 ans, au sens de la CNSA, il y a 20% de personnes dépendantes. Donc, autrement dit, la mauvaise nouvelle, on va mourir. La bonne, on va mourir en bonne santé. Ou en tout cas, avec une dépendance qui ne sera pas forcément très longue, quoi. Et donc ça aussi, il faut le rappeler. Mais je pense que ça, oui, c'est des mouvements de fond, c'est des trucs, et on ne se rend pas compte. C'est la grenouille que l'on pose dans une casserole d'eau froide. Et le secteur va se réveiller avec ça. Ça, je suis convaincu. Et ça, c'est une vraie casserole qu'on réchauffe. Sinon qu'on réchauffe. Sinon, ça n'a aucun sens. Oui, elle est contente. Elle est à l'aise et elle peut rester là pendant 100 ans. Fabien, vous bossez déjà sur demain? Oui, demain, c'est qu'aujourd'hui, comme on dit. Mais je pense qu'il y a plusieurs aspects, et on les a évoqués. Il y a l'aspect éducation, formation continue. Moi, je suis assez optimiste. Je pense que, bien sûr, il y aura toujours certaines personnes qui auront du mal, mais finalement, on aura une transition comme on a eu la transition avec l'arrivée d'Internet en milieu professionnel. Ça n'a pas non plus été impossible, et on voit bien qu'aujourd'hui, certes, on a laissé des personnes au bord de la route, mais la réalité, c'est que la chose s'est imposée et que globalement, ça s'est quand même pas trop mal passé.
Ensuite, on a les questions éthiques qu'on a beaucoup évoquées, on a les questions industrielles qu'on a moins évoquées, mais qui sont aussi importantes, parce que l'IA, c'est pas que l'IA générative, par ailleurs, et on a des usages qui peuvent être très pluriels, très différentiels, et sur lesquels je lirai un sujet qui m'est assez cher, qui est celui de la souveraineté, parce que ça va être le vrai enjeu derrière. Une IA responsable, super, mais une IA souveraine, encore mieux, en sachant qu'on est très loin, et que la souveraineté d'ailleurs aujourd'hui n'est plus intégrée en milieu professionnel comme la souveraineté nationale, mais comme une souveraineté d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment repenser, restructurer, et qui fera l'objet, à mon avis, de moult débats dans les prochaines années. En tout cas, ça donne d'une certaine manière à notre écosystème, pas que tech, mais industriel, sa chance, et ça rebat les cartes de pas mal d'industries. Tant mieux. Je pense par ailleurs que tout ce qui est souveraineté, tout ce qui est éthique est une opportunité infinie pour l'Union européenne et pour la France, parce que c'est notre facteur différentiel face à la montée de l'Asie et celle toujours maintenue de la part de l'Amérique. Ouais, c'est fondamental, je suis d'accord. C'est énorme. Aujourd'hui, on est à l'ère du POC, du Proof of Concept. Et demain, je suis à peu près persuadé qu'on aura des industrialisations qui s'intégreront à notre vie, on s'en rendra même plus compte, on ne demandera plus si c'est de la blockchain, du Web3, de l'IA, on s'en fiche un peu de la tech. J'ai l'habitude de dire, on s'en fiche complètement, on n'est pas là juste pour la tech, on est pour la tech juste, pour la technologie éthique, pour la technologie qui est la bonne technologie, pour la technologie qui permet de faire grandir l'homme et non pas de le remplacer. Et juste, Fabien, une question. Alors, vraiment, les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe réglemente ? Non, plus. Aujourd'hui, la Chine innove, les États-Unis tentent de maintenir leur leadership et l'Union européenne copie. Ah, c'est terrible. C'est incroyable, ça a vraiment changé. Il y a eu un gap. Bah oui, et puis de manière assez triste, je peux raconter une histoire, même si c'est très politiquement incorrect. Mais aujourd'hui, quand on voit que la pépite française sur l'IA, c'est Mistral, qui est la championne de l'open source, et qu'on voit qu'ils sont désormais liés à Microsoft, on comprend à quel point Mistral est devenu un outil simplement de lobbying et non plus de technologie. Parce qu'à partir du moment où les acteurs d'entertainment trouvent inacceptable qu'on exploite leurs données pour faire du contenu dont ils ne sont pas propriétaires, c'est quand même le principe de l'open source, eh bien, c'est eux qui deviennent les champions de l'IA par licence et qui donc font la promotion sans qu'elle ait besoin de bouger une oreille des grandes entreprises type Microsoft. Donc aujourd'hui, on se rend compte que la vraie innovation sur l'IA, elle est complètement en Chine. Ils ont un temps d'avance qui est conséquent, mais parce que là-bas, ils s'en fichent complètement de l'éthique. C'est ça. Même si, et c'est assez intéressant, on se rend compte qu'ils sont en train de nous copier sur les aspects éthiques et notamment sur le RGPD qui réintègre. Bref, c'est des sujets sur lesquels ils sont en train de prendre d'ailleurs un leadership dans notre dos, notamment sur la protection des contenus, où j'ai pu voir à Shenzhen des choses qui sont bien plus éthiques que ce qu'on a nous-mêmes en France et en Europe. Bref, je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé le temps du Made in China. On est déjà plus sur du Made with China. On est passé à un moment où on est sur la Chine crée et l'Europe, malheureusement, s'inspire, mais c'est pas le cas simplement dans l'IA, c'est le cas sur de nombreux sujets, mais bon, à partir du moment où on voit nos acteurs allemands ou français de l'automobile faire des partenariats avec la Chine, c'est bien que la Chine a pris un leadership technologique important, qui est d'ailleurs suivi de très près, et on n'en parle jamais, par l'Inde, avec notamment Tata, qui est un acteur hyper structurant qu'on ne regarde pas, qu'on n'analyse pas vu d'Europe, mais qui sont bien plus loin que ce que peut faire même un OpenAI, un ChatGPT, un Microsoft ou les GAFA. Aujourd'hui, après, c'est une question, c'est jusqu'à où on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, mais sur l'usage et l'intégration de l'usage, applicatif en particulier, l'Asie a 15-20 ans d'avance. C'est génial, on va vous recevoir plusieurs fois parce que comme vous êtes allé dans tous les pays, comme ça on va savoir tout ce qui se passe autour, c'est extrêmement important. Juste, j'aurais une dernière question avant qu'on termine. Quid de la réalité virtuelle, la réalité augmentée? Est-ce que ça c'est un des avenirs ou ça reste un gadget? Vous avez 30 secondes. Hein. Oui, 30 secondes, exact. Je peux prendre la main. Moi, Allez-y. Je pense que ça a un avenir sur de l'applicatif. J'ai pu voir sur des voitures, notamment, de la réalité augmentée dans les pare-brises pour une meilleure sécurité. C'est quelque chose qui fonctionne, quelque chose d'efficace. Je pense que pour l'entertainment embarqué, ça fonctionnera. On est par contre encore très loin du vrai métaverse, qui est un monde en réalité virtuelle où les objets digitaux ont des valeurs.
Mais ça viendra aussi notamment parce que ce sera la meilleure manière de protéger les contenus, de valoriser, de créer des nouvelles économies de la création et des objets numériques. C'est des choses qui mettront du temps, qui nécessitent énormément d'engagement et de moyens, mais surtout ça pose de grosses questions. Et j'étais au Maroc et pour le coup c'est devenu le sujet du Maghreb en ce moment, c'est ok, super, tout ça, ça va arriver, mais comment on fait pour avoir une soutenabilité à la fois écologique, mais surtout énergétique? Ouais, très bien. Daphna, votre avis sur la réalité augmentée, les lunettes, ça peut aider des équipes, ça? Moi, je rêve dans un premier temps que ça puisse compenser des handicaps ou des pertes de capacité. J'imagine que c'est déjà comme ça que certains... Le rêve. Le rêve. Et après, effectivement, moi, tout ce qui peut protéger les professionnels et les garder en santé, à éviter. Alors, moi, l'exosquelette, pour quand elles ont à déplacer quelqu'un ou quand me semble indispensable aujourd'hui, quoi. Une des solutions. Il faut absolument arriver à trouver des solutions pour parce qu'aujourd'hui là, on crée davantage de gens fragiles, quoi, dans le système dans lequel on est aujourd'hui. Je comprends et il faut faire attention, effectivement. Merci Arnaud d'avoir co-animé cette émission. Merci également à vous, Daphna et Fabien. Vous êtes formidables tous les deux. Revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous. Fin de ce numéro de Déclic d'avenir. On se donne rendez-vous au prochain épisode, évidemment, toujours avec plaisir, avec toujours une pensée pour vous qui travaillez chaque jour au domicile et dans ce secteur. Salut. Bienvenue dans Déclic d'avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par HMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable.